Oui. Oui, vos avocats actuels, c'est William Goldnadel et Audrey Rénal, non? Pas du tout. Pas du tout. Mais Non, vous les avez eus, non? Non, jamais. Ah, jamais. Non, j'ai eu plusieurs avocats. J'ai d'abord eu Pierre-Louis Dosier, ensuite j'ai eu Marc Lévy, j'ai eu, oui, Marc Lévy, je connais, j'ai eu Patrick Maisonneuve. Oui, Patrick Maisonneuve. Voilà. Et maintenant? Et maintenant, je travaille avec 12 autres avocats. Mais bon, je suis assez discrète parce que pour l'instant, comme les dossiers ne sont pas encore réouverts. Et au niveau de la Cour de cassation, je travaille avec Denis Carbonnier. D'accord. Et William Goldnadel et Audrey Rénal qui sont assez engagés, ils ont... Alors non, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Oui. Simplement, vous savez, c'est à un moment donné, il y a une stratégie judiciaire qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Et puis, vous savez, France 2 a souvent choisi, donc, par exemple, des gens comme Francis Piner. Oui, je sais. Voilà, donc quelqu'un de la communauté juive. J'ai souvent préféré prendre des gens hors communauté juive pour justement ne pas en faire une affaire juive. Pourquoi Israël ne vous a pas soutenu pendant des années? D'abord parce qu'au début, ils n'avaient pas conscience, ils n'ont pas compris. Et puis il y a eu aussi autre chose. Alors, il y a plein de raisons. Oui, ce que j'ai vu sur Internet, ils ont dit que vous mêliez de vos affaires, je ne sais pas quoi. Voilà, il y a ça aussi. Il y a aussi l'ego des Israéliens qui n'acceptent pas qu'un simple citoyen étranger, même pas soldat, qui n'a aucune compétence dans ces matières-là, puisse leur montrer qu'ils se sont trompés. Il y a plein de mauvaises raisons, raisons politiques. Les amitiés de Charles Anderlin aussi en Israël. Il faut comprendre qu'au dernier procès qui a eu lieu en il a encore des amitiés en Israël avec un monsieur qui s'appelait Shimon Peres. Shimon Peres qui soutenait Charles Anderlin. Et Charles Anderlin au procès a pu dire, sans jamais être démenti par qui que ce soit, que Shimon Peres le soutenait toujours. Comment ça se fait? Les amitiés, les réseaux qui existent en Israël. Pourtant, ça fait beaucoup de mal cette image. Je suis d'accord avec Mitterrand, il mangeait bien avec Boucher. Moi, je voudrais savoir, dans Charles Anderlin, donc, il est français, vous avez dit, depuis 30 ans, et vous avez retrouvé dans son travail d'autres, ah oui, justement, mauvaise foi. Enfin, si on je sais pas si... Attends. Est-ce que vous voulez revoir le reportage? Bon, maintenant que vous avez vu que c'est une mise en scène, vous voulez le revoir en 50 secondes? Je vous le décris. Alors regardez. 15 h, vient de basculer près de l'implantation. Là, vous voyez, donc là, la première scène avec le caméraman qui est toujours très bien placé, hop, petite tombe, balle réelle, la caméraman. Là, il se déplace le caméraman pour être au bon bloc. Et là, on va voir le type qui fume sa cigarette, mais on va pas voir quand il jette sa cendre. Vous voyez là, hop. Là, on voit le père et l'enfant. Il s'est encore déplacé au bon endroit. Là, il vous montre le fortin israélien. Il se tourne. Là, vous voyez le père et l'enfant qui vous regardent. Alors là, c'est aussi une chose intéressante, c'est que le père, on a fait lire sur les lèvres par une sourde et muette arabe, ce que dit l'arabe, ce que dit le père. Alors là, vous voyez le trépied, l'enfant qui est tourné vers nous, et puis ensuite on cache encore l'image pour cacher le père. Et quand le père s'adresse, parce qu'on voit comment que le père parle, il parle en arabe aux gens qui sont derrière la caméra, il leur dit bon c'est bon, arrêtez de tirer, c'est bon, maintenant ça va. C'est encore un effet qui n'a aucun sens. Il dit pas, il n'a aucune raison de s'adresser, arrêter de tirer aux gens qui sont derrière le caméraman. Alors, moi je pense que... Il peut être vivant le garçon? Tiens, est-ce qu'il peut être vivant? Alors oui, mais notre question elle n'est pas là. Notre job s'arrête. Non mais je comprends, mais notre job s'arrête au moment où le caméraman ferme sa caméra et dit l'enfant est mort. Il peut être vivant, mais encore une fois, j'insiste bien sur. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui n'ont que leur foi. Ils ont la foi que les Israéliens tuent des enfants. Face à ça, nous, on a des faits. Et même si aujourd'hui, vous leur amenez aujourd'hui, bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans parce que je suis parti vivre au Canada pendant 15 ans, c'était trop dangereux pour moi à Gaza. Vous direz, ok, peut-être qu'il lui ressemble, mais c'est pas lui. Si vous avez des gens qui sont capables de vous dire que 15 balles, pas une goutte de sang, c'est normal, ils ne vous reconnaîtront jamais. Quand vous leur montrez la comparaison biométrique, le jour même de l'enfant, et c'est pas le même visage du tout. Mais c'est des juridictions françaises, on ne sait jamais si on le retrouve. Mais ça ne change rien, parce qu'il vous dira quoi? Il a un ADN qui correspond, et alors, ça peut être un frère. Oui. Moi j'ai une question qui rejoint un peu celle de Marc, qui concerne justement, là on est focalisé sur Mohamed El-Doura et sur ce qui s'est passé, donc c'est vraiment la reconstitution et l'argumentation est assez impressionnante, mais c'est vrai qu'il y a d'autres affaires de manipulation médiatique. Pourquoi forcément se focaliser sur celle-ci, alors que même si elle est très très bien documentée, pourquoi se focaliser sur celle-ci et ne pas justement en pointer 2-3 autres qui permettraient, juste pour finir, qui permettraient au moins d'appuyer encore une fois sur le fait que France 2
manipule réellement en Alors, fait, que les médias pour manipulent. répondre d'abord, ce que j'ai savais qu'on est passé à autre chose sur Marc, parce que je pensais que j'avais les images là. Je n'ai pas les images là, mais je peux les rechercher sur l'ordinateur. Mais par exemple, le lendemain, le 1er octobre, on a France 2 qui diffuse un reportage où on voit des gens qui tirent dans un mur, on croit que c'est une scène de guerre. On a récupéré les images de Reuters de ce jour-là. Et ce qu'on voit, c'est que pendant que le type tire dans le mur, quand on a en plan large, on a des types qui boivent du jus d'orange, des types qui passent des coups de fil et qui sont complètement grotesques. Au procès, je l'ai montré pour dire, regardez, ce reportage de France 2, cette mise en scène, le lendemain, on l'a aussi. En 2009, quand il y a eu l'opération Pont Durci à Gaza, à un moment donné, Talal Abou Rahma filme une scène pour dire les gens n'ont plus rien à manger à Gaza, c'est la famine. Et il filme des réfrigérateurs comme c'est dans les supermarchés, et on voit les réfrigérateurs vides. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? La réflexion de l'image, on voit que l'autre côté, les étagères sont toutes pleines. On voit l'autre côté du supermarché où c'est plein de bouffe. On l'a fait. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, on l'a fait, mais ce sont des petites tricheries à 2 balles. Ça, c'est une image, comme je dis, qui a fait le tour du monde entier, qui est connue dans le monde entier, qui est l'emblème, le logo de la haine antisémite. Et c'est pour ça qu'il faut la décrire. Donc oui, quand on va dans les cours de justice, on montre tous les autres bidonnages. Mais là, pour montrer ce truc-là, c'est très important de se concentrer dessus et de bien montrer que le reportage est complètement bidonné. Et Charles Anderlin, pourquoi il fait ça? Il faudra lui demander. Vous avez pas une idée? Oui. Non, j'ai pas d'idée parce que j'ai pas d'idée, mais peut-être que je me suis fait des idées, mais il faut rester sur. Moi, je ne cherche pas à savoir pourquoi, c'est ce que je vois qui m'intéresse. Je suis pas dans sa tête. On peut tout imaginer, qu'il s'est trompé, qu'il l'a fait intentionnellement. Tout est possible, mais c'est pas à moi de. Ouais. Vous avez été condamné pour avoir eu raison trop tôt apparemment. Mais trop intuitif. Est-ce que c'était une intuition et que vous n'aviez pas les éléments, même si vous avez raison? Donc en fait, vous êtes coupable d'avoir eu raison sans avoir les éléments. J'aimerais bien avoir ce don-là. C'est bizarre. J'aimerais bien avoir ce don d'être très intuitif, mais je ne l'ai pas comme ça. Et non. Vous aviez déjà des éléments. J'avais des éléments, j'avais l'enfant qui regardait la caméra et qui levait le coude. J'avais le fait que 45 minutes de tir et pas une goutte de sang, 15 balles et pas une goutte de sang, ça je l'avais. Donc toutes ces choses-là, on les avait. On avait les images qui prouvaient, on voyait les autres scènes de guerre bidon de Reuters. Donc tout ça, on les avait. Donc c'est simplement que la justice a cherché à chaque fois un moyen de me condamner quand il l'a fallu. Vous savez, la magistrate qui m'a relaxé en 2008, elle a raconté un jour, justement à Aude Veillerenal, elle lui a raconté parce qu'un jour elle l'a rencontré dans un cocktail. Et Aude lui a dit bravo d'avoir jugé en faveur de Carcenti dans l'affaire Doura. Elle dit oh là là, vous ne pouvez pas imaginer toutes les pressions que j'ai subies sur cette affaire-là. C'est épouvantable. Tout le monde, j'ai eu tous les ministres, les machins qui m'appelaient pour rien. Et ils m'ont dit, et à la fin, quand elle a dit, mais ma conviction c'est qu'il a raison, donc ils lui ont dit, mais on va vous ruiner, on va vous briser votre carrière. Et elle a dit, mais je m'en fiche, je prends ma retraite dans 3 mois. Super. Super. Voilà. Est-ce que c'était qui la présidente? On va peut-être donner la parole un peu à tout le monde et Carole va animer le débat. Je voulais juste... Hein, mais non, pardon, vous pouvez finir votre question, poser votre Non, question et après... Bon, Alors en fait, je fais une petite parenthèse pour une petite présentation. Une pub? Non, moi c'est... Donc je m'appelle Carole, je suis au secrétariat de l'association, je travaille donc avec Philippe et Franck pour... Ils vous condamnent, justement. Alors, ils arrivent la condamnation de 2013, c'est de dire que en 2004, quand j'ai publié, je n'avais pas les éléments alors que vous avez à disposition. Oui, mais c'est une façon de... Enfin, ils ont tordu la vérité. L'arrêt est disponible, hein, j'ai tout mis en ligne, tout est... Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, à chaque fois, pour refuser de... Je dirais... Ils écrivent la dernière ligne avant, c'est il est condamné, puis après on va voir comment on va le condamner. Donc c'est un petit peu grotesque. Vous savez, dans la première décision de justice, quand j'ai été condamné en 2006, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez vu les caméramans qui disaient des hélicoptères, des avions, comme ça. Dans ce jugement, il y a écrit, d'ailleurs, les déclarations du caméraman sont corroborées par les autres caméramans, l'ambulancier, tout ça. Donc toutes ces déclarations qui vous font rire sont considérées comme sérieuses par la justice. Donc, j'ai bien compris, ce que je voulais dire, c'est votre ressenti, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une ligne directrice qui a été décidée en France depuis bien longtemps
là-dessus de diabolisation d'Israël, et que, alors, ça c'est la première chose, qui est la société telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, il y a des gens qui ont intérêt à ce que la vérité ne sorte pas là-dessus, mais sur le vrai fond, pourquoi, il y a peut-être des choses que j'ignore et qu'on découvrira un jour. Oui. Alors moi, ça je connais bien, je pense que je connais parce que c'est pas la première que je regarde ça. Moi, ce que je pense aujourd'hui, si tout ceci arrive, c'est parce qu'il y a un antisémitisme montant en Europe et surtout en France. Et d'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le vote des socialistes sur la Palestine. Donc il y a un vieux proverbe qui dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Mais moi, je le pense profondément, mais je pense que je ne suis pas le seul à le partager. Si l'ALIA est aussi importante, si près de 6 000 juifs cette année sont partis, c'est parce que peut-être qu'ils flairent aussi quelque chose d'important. Si autant de gens de chez nous commencent à prendre des précautions, c'est... On a déjà pris, hein, de machin BTS, on a connu ça en Allemagne dans les années 30-39, c'est de la faute des Juifs, et puis voilà. Moi, je crois qu'on est dans un système comme ça, où il n'y a pas moyen de faire passer les choses, ou quoi que vous puissiez dire, même quand il y a des morts, dans les assassinats ces derniers temps, un coup de poignard ou truc comme ça, c'est de la faute des Juifs, c'est celui qui a été poignardé qu'il faut parce qu'il est Juif. Donc je ne vois pas comment... Alors, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez arriver à faire comprendre quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. Je comprends, mais je crois... Non, même si je suis d'accord qu'il faut battre. Je pense qu'il faut... Je crois à la puissance de la vérité face au mensonge, et qu'à un moment donné, il y a des choses qui passent. À un moment donné, le mensonge, il n'a que des failles, quoi. Alors que nous, moi je crois que du coup, dans le camp de la vérité, on est bétonné, et donc on avance, ça prend du temps. J'aurais jamais pu imaginer que je serais 14 ans encore après à me battre pour essayer de faire que la vérité jaillisse. Mais on avance. On n'a pas eu de chance avec l'entourage de Sarkozy qui nous était vraiment farouchement hostile. Bien sûr. On n'a pas de chance avec les socialistes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Non, mais pourquoi, on n'a pas l'entourage de oui. Parce que l'entourage de Sarkozy sur ce dossier-là, je ne veux pas rentrer sur la politique, hein, je ne veux pas faire d'analyse politique. Mais sur ce dossier-là, il était entouré de gens vraiment, de gens comme Attali, des gens très 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 néfastes, comme d'autres personnes qui lui disaient que j'étais fou, que j'avais tort, etc. Donc c'était pas facile. Maintenant, moi Sarkozy, je l'ai vu en 2011, je lui ai remis une lettre du père de Daniel Pearl. Le père de Daniel Pearl a écrit une petite lettre à Sarkozy. Sauf que j'étais à Los Angeles, là où habite le père de Daniel Pearl, 4 jours avant de voir Sarkozy, donc je lui ai dit, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise de Sarkozy? Je lui ai dit, écoute, je pourrais peut-être pas, mais je peux lui remettre une lettre. Et je lui ai remis une lettre, où il dit, voilà, jusqu'à quand allez-vous, il dit, toutes les nuits j'entends la voix de mon fils qui me dit, jusqu'à quand la France continuera à cacher le mensonge antisémite, etc. Je l'ai remis à Sarkozy, ça n'a jamais. Donc, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on ait une percée, et je pense qu'elle sera inattendue. On arrivera par quelque chose qui sera inattendu. Oui, attends, je crois qu'il y a deux questions. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. Ah, on commence par maman. Népotisme. Ladies first. Mothers first. Mothers first. Voilà, c'est sûr. En fait, cet enfant, vous avez bien montré qu'il bougeait son pied. Après sa mort. Et son coude. Oui, le coude, ça en français c'est le coude. Son coude. Mais après il y a eu une autopsie, une espèce de... On a vu des images que vous avez montrées qui sont peut-être l'autopsie d'un autre enfant. Oui. Mais en fait, s'il était vivant après sa soi-disant mort, où est-il? Est-ce qu'il est vivant ou mort? Cet enfant, moi je me pose cette question depuis des années. S'il est vivant, s'il n'était pas mort, est-ce qu'il était mort après? Alors, encore une fois, et qui était inhumé? C'est la question la réponse que j'ai faite, c'est que mon travail, ici, ça s'arrête au moment où le caméraman de France 2 coupe sa caméra et dit l'enfant est mort. Parce que si je veux aller plus loin, même si je vous dis aujourd'hui, il est vivant, j'ai aucune preuve, et même si j'apporte quelqu'un qui ressemble, on n'acceptera pas. On a tellement de preuves
du fait que c'est bidon, que c'est une mise en scène, avec ce qu'on a, que même si vous arrivez aujourd'hui avec un garçon qui a 14 ans de plus, qui ressemble vaguement, on ne vous croira pas. Donc il faut s'arrêter sur ce qu'on a là et dire que bien après 15 balles, pas une goutte de sang, ça n'est pas possible. Quand on est mort, on ne lève pas le coude. Quand on est mort, on ne disparaît pas en 2 secondes. Quand on est mort et qu'on a pris 15 balles qui transpercent le corps, on n'a pas un mur blanc. Oui. Quand on est mort et qu'à 10 h du matin, on ne peut pas être vivant à 15 h. Ça, c'est un truc, normalement, physiquement, tout le monde devrait le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et on a face à nous des gens qui ont une mauvaise foi. Quand on leur dit, regardez, l'enfant est mort à 10 h, le médecin de France 2 nous dit qu'il l'a reçu à 10 h du matin et la scène est tournée à 15 h. Dans n'importe quel cours de justice dans l'autre sens, c'est-à-dire si c'était Israël qui devait maintenant se défendre, parce que c'est ça qui serait intéressant, c'est de faire le procès d'Israël. On va dire, ok, voilà, Israël, levez-vous, vous êtes accusé d'avoir tué cet enfant. Qu'est-ce qu'a l'accusation à produire contre Israël? Rien. Et Israël peut se disculper de nombreuses façons. Je pense personnellement que la question de la vérité des faits n'est pas pareille dans notre civilisation occidentale et chez nos cousins qui sont au Moyen-Orient. Et comme vous montrez très bien, la question de la vérité des faits, ça ne les intéresse pas. Et on entend cela de façon différente dans des contextes et dans des milieux différents. Même on m'a raconté une blague juste l'autre jour, une cousine qui va au Maroc raconte qu'un monsieur qui voulait absolument partir voulait savoir s'il y avait un autobus. Vous connaissez peut-être quand il cherchait l'autobus, il a demandé à quelqu'un de marocain, c'était comme lui il était touriste, est-ce qu'il y a un autobus que je peux prendre pour retrouver l'aéroport? Et il cherchait, finalement l'autre personne lui a dit oui, à 6 h demain matin il y a un autobus là, voilà, il indique où il y a un autobus, donc le touriste il y va le lendemain, attendre l'autobus à 6 h, 7 h, 8 h, 10 h, midi, il n'y a pas d'autobus. Il retourne voir la personne qui lui a dit ça, et il dit, mais vous m'avez menti, vous m'avez dit qu'il y avait l'autobus alors qu'il n'y avait pas d'autobus, et le Marocain, enfin, pourquoi Marocain dans ce cas-là, c'était raconté à moi comme ça, j'ai rien, moi, contre les Marocains. Mais il dit, oui, mais vous aviez tellement envie de prendre l'autobus, que vous aviez tellement envie, je n'ai pas menti, vous aviez tellement envie, oui, peut-être je n'ai pas, que je vous ai dit qu'il y avait l'autobus, parce que c'est ce que vous vouliez entendre. Ça, c'est une blague, racontée par des personnes tout à fait, pas du tout du milieu juif, mais j'introduis ça comme aspect psychologique. Peut-être parce que c'est ma profession. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment intéressant. Il ne s'intéresse pas du tout à savoir... Ici, nous pouvons gagner des procès. Oui, on peut prouver, peut-être après des années, ça va avoir des effets. Je trouve que votre travail est très, très important et vraiment extraordinaire, le travail que vous avez fait. Il faut absolument faire ce genre de travail. Mais il y a un autre travail qui va avec, qui est de montrer, de démontrer d'où vient, ou ce que ça représente, de mettre en scène une chose pareille, de vouloir, de ne s'intéresser pas au fait, à la réalité, de ne plus, de pas du tout se situer dans la réalité, oui, mais c'est ça que nous confrontons, je crois. Ouais, c'est une très très grande différence de culture et de civilisation. Ce n'est pas que la vérité. Mais vous avez raison, mais c'est aussi ce que je disais quand un des éléments où je parlais de la complicité et de la naïveté des médias occidentaux. Qui vont à Gaza ou qui vont à Bagdad et qui voient des types qui leur racontent, voilà, j'ai mes 12 enfants qui ont été assassinés hier par un soldat israélien. 12 Voilà, 12 ans. 12. Non, 16. Oh non, c'était 2000, excusez-moi. Pas 12 000. Donc oui, on a affaire à des gens qui ne sont pas... Mais c'est un point très important. Également, excusez-moi, je vais être très bref, mais je crois que c'est vraiment très important. Dans une société démocratique,
nous avons le sens de, il y a le droit, on a le respect du droit, il y a une constitution dans chaque pays. Donc, ce que nous disons, ce qu'on dit, c'est plus ou moins un fait. Si quelqu'un dit quelque chose, on imagine, c'est vrai. On n'imagine pas qu'il ment. Donc, on est surprise, on est naïf, parce que dans une société démocratique, on a le respect des règles, vivre et laisser vivre. Et on ne peut pas imaginer, on n'imagine pas comme ça, les gens qui crient comme des sauvages dans la rue, qui sont là, et vous imaginez ce qui serait... Et c'est d'ailleurs là où qui va dans votre sens, c'est que par exemple, pour cette histoire-là est grotesque, quand on vous explique qu'il y a 45 minutes de tir sur le père et l'enfant, c'est tellement débile. Quand on vous dit qu'il a 15 balles, tout le monde avale ces informations. Oui. Quand on vous dit qu'il y a des avions, des hélicoptères, parce que nous, dans un monde normal, on aurait dit les mecs, vous sortez de là. Oui. Et ben non, on les accepte. Parce que nous, on marche par le fait. Si quelqu'un le dit, ben nous, on imagine que, dans une société de c'est confiance. vrai. Ouais. Mais disons que peut-être ceux qu'on confronte, nous, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas, à mon avis, pas du tout le respect ou cette idée que ça compte. Il y a Arafat, je me souviens, c'est la dernière chose que je dirais. On a balancé un Israélien par la fenêtre, il était mort dans un reportage, peut-être vous vous souvenez, je ne sais pas exactement dans quelle circonstance. On le voyait, on l'avait tué, on l'a jeté par la fenêtre. Une fois, on a vu ça à la télé, après, Arafat, il avait interdit, il a dit, les journalistes qui montreront cette image, je ne travaillerai plus avec eux. Donc, ils savent manipuler, ils se servent de notre esprit Alors, ce qui est intéressant, c'est démocratique. que ce garçon qui a été lynché, il a été lynché pour venger le petit Mohamed aussi. C'est celui dont je parlais, de Ramallah. Oui, c'était ça. Ah, d'accord. C'était à la tombe de Joseph, mais c'était deux. Non, c'était à Ramallah. C'est ça qu'on s'était trompé, il s'était retrouvé dans le commissariat de on a Ramallah. confronté ça, c'est Bien, ça. non. Alors, Alors, on avait il faut confronter ça. je comprends, vous C'est avez ça, raison. je veux dire. J'arrête. Alors, on avait... Tu peux commencer, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc, je partais de votre question, qui était de dire, mais qu'est-ce qu'on répond? Et quand on est avec quelqu'un qu'on connaît, on est dans des circonstances très très différentes de la relation avec le système. Ça a changé une chose très importante. Je vais dire, c'est par exemple des radios comme Radio Shalom. Radio Shalom, Bernard Aboif, qui est un garçon, sur sa radio, je me faisais insulter. Allez, une fois par semaine, au moins de temps en temps, avec les gens parlaient de moi, en parlant mal, très désagréable. Le jour où le gouvernement israélien a sorti ce rapport, les relations ont changé. J'ai pu appeler la radio, leur dire écoutez, je pense que maintenant vous avez compris que je ne suis pas fou, que j'ai quelque chose qui tient la route. On a pu se rencontrer, on a pu voir, et ça m'a ouvert des portes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient ce qu'on appelle légitimistes, que je peux comprendre, et qui ne voulaient pas juger par eux-mêmes, et qui attendaient d'avoir le tampon cachère, entre guillemets, du gouvernement israélien. Et voilà ce que ça change. Ça change que maintenant je ne suis plus considéré comme un type marginal qui se bat pour une histoire dont même le gouvernement le plus intéressé à ce que les ressortent considère que c'est un fou. Voilà. Et ma deuxième question qui découle de ça, qu'est-ce que fait le gouvernement israélien avec Sharon Dodd? Alors ça c'est autre chose, ça c'est le problème majeur en Israël, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de, je dirais, je vais prendre un truc, parce que je crois que j'ai entendu quelqu'un qui est professeur dans la salle, qui est enseignant. Mais quand on a des élèves, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui, admettons que je sois un prof et qu'il y a des élèves... Elle est enseignante. Voilà, elle, c'est ça, j'ai pensé à elle, j'ai entendu. S'il y a un élève qui se comporte mal dans la salle et que l'enseignante le laisse se comporter très mal, les autres ils peuvent continuer à se comporter mal et puis il n'y a pas d'exemple. En revanche, si on en prend un, il y en a trois on en prend un pour l'exemple, on le punit, on montre à toute la classe que quand on se comporte mal, on a des sanctions, je dis mal ou quoi que ce soit, mais des sanctions, qu'on est viré de la classe, qu'on a un mot sur son carnet, mais dans ces cas-là, les autres ont intérêt à se comporter. Le problème en Israël, c'est que les journalistes qui se comportent mal comme Anderlin, la seule chose qu'ils peuvent montrer, c'est qu'ils ont la Légion d'honneur, qu'ils ont une longévité incroyable,
qui gagnent un fric pas possible. Donc c'est comme ça qu'on a des Michael Bloom qui continuent à prospérer et qui espèrent un jour avoir le job d'Anderlin. Et c'est leur fonds de commerce. Donc leur fonds de commerce, c'est de déblatérer sur Israël. Anderlin, il avait l'avantage pour les médias français, pour la diplomatie française, d'être juif, franco-israélien et de vivre en Israël. Là, maintenant, on est arrivé au stade supérieur. Bloom, lui, il est juif, franco-israélien. Il vit en Israël, en Judée, et il met une kippa sur la tête, et il vit avec une kippa sur la tête. Vous imaginez, alors lui, c'est vraiment le suprême tampon cachère, quoi. C'est cachère beddin. Et c'est ça l'histoire. Alors, il y a les 1, 2. Je laisse. Je suis pas mais on t'écoute encore quand même. dans... On attend. Ah bon? T'as des questions à poser? Oui, mais... Allez, on fait dans l'ordre. Non, il faut faire dans l'ordre. Moïse, à toi. Non, lui d'abord parce qu'il faut que je me remette dans ma question. Ça fait trop longtemps. Il faut la noter, c'est ce qu'a dit Philippe au début. Oui, je vais j'ai me noté les remettre. pas les Alors, moi j'ai noté qu'il avait dit ça. Moi T'as des preuves, j'ai pas une question, donc je préfère que les autres posent des questions. J'ai une remarque plutôt. Moi j'ai une question et des remarques. La première, c'est pourquoi on ne s'attaque pas aux Israéliens avec la même force qu'on s'attaque aux Français. Parce que ils sont très... Je suis israélien. Ils sont très profondément coupables d'avoir laissé traîner cette affaire. En Israël, il y en avait... moi j'y allais assez souvent, j'y vais encore. Il y en avait qui étaient conscients. Personne dans les... Moi je connais personne dans les médias. Je suis dans la médecine et dans les affaires avec ma famille là-bas. Mais... je trouve qu'il faut s'armer contre les Israéliens parce que ils laissent des Blooms déblatérer, ils sont même en train de l'encourager. Ça va être une folie, ce mec. Et j'ai une remarque. Ma remarque, c'est pourquoi tant de Juifs, Attali, Blum, Anderlin et d'autres, Spinner, exactement, pourquoi tant de Juifs sont dans cette vision, dans cette perspective. Et ma réponse, elle est un peu... Moi, je vais changer de sujet d'abord. J'ai lu le protocole des sages de Sion quand 95% des musulmans sur Terre étaient illettrés. J'étais prof au Maroc, je sais de quoi je parle. Et je vois qu'aujourd'hui, ce protocole a été traduit en arabe. Ils s'en foutaient complètement à l'époque. Ils ne savaient même pas de quoi je parlais. Quand j'ai eu l'idée d'en parler une fois, personne ne s'intéressait à ça. Aujourd'hui, c'est devenu le bouquin, la Torah, de l'islam. le Coran. C'est le Coran. Non, c'est plus que le Coran, ça. Attends, le Coran, c'est... Non, ils ne vivent... Et moi, je me dis... Comment ils ont su qu'il y avait un protocole là? Si ce n'est pas des chrétiens qui le leur ont apporté. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens ont besoin d'apporter le protocole aux musulmans? Eh bien, alors mon idée, c'est que, comme ils ne peuvent plus être aussi antisémites officiellement, ils donnent aux petites marionnettes qu'ils arrivent encore à faire bouger, tout ce qu'ils peuvent pour embêter les Juifs, parce qu'on ne peut plus être antisémite tranquillement quoi, dans ce pays, surtout avec des gens comme vous, enfin, c'est infernal. Donc, ils disent Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Donc, moi, je voulais finir avec cette idée que dans le monde musulman, depuis que j'existe, je n'ai jamais rien vu de progrès et de succès aussi important que ce qui se passe dans le monde occidental. Moi, je suis très pro-musulman. Je suis tout à fait contre les terroristes. Mais moi, je parle arabe, j'ai enseigné au Maroc, je suis très pro-musulman, mais je suis prêt à tuer tous les terroristes et islamistes de la terre. Pour moi, ce n'est pas des musulmans. Ce qui m'importe, c'est de voir que les musulmans, ils sont dans la douleur d'être des nuls. Ils le vivent comme ça. Et leur seul succès dans le monde, c'est dans les médias, et c'est l'affaire Al-Doua.
avec ça, ils ont tout réussi. Il n'y a pas de prix Nobel, il n'y a pas de trucs qu'ils arrivent à faire, mais ça, la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est un truc pareil. Alors on a 1,5 milliard de personnes devant nous. Bon courage. Bon, je vous laisse à vos analyses, mais sur la partie pourquoi ils sont accrochés à ce livre et pourquoi, vous avez dit les chrétiens, c'est pas les chrétiens, c'est des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui sont antisémites. Oui, il y a quelque chose, il y a un ancien Premier ministre français qui avait déclaré qu'Israël était une parenthèse de l'histoire. Comment Bernard. Non. Dominique. Dominique de Villepin. Déjà, non, on avait le ministre Bernard. Déjà. Oui. Ah, d'accord. Bon. En tout cas, voilà, donc, de Villepin avait dit ça. C'était une parenthèse de l'histoire. Oui, parce que pour eux, c'est inacceptable. Parce que pour eux, le rejet par le peuple juif du Messie, entre guillemets, pour eux, c'est insupportable. Donc, que les Juifs reconquièrent Jérusalem est inacceptable. Pour certains, je dirais, illuminés, c'est inacceptable. Et donc, il faut que... moi, je pense que les Juifs et les chrétiens peuvent tout à fait vivre en bonne intelligence, en ayant des Juifs qui vivent à Jérusalem et qui contrôlent Jérusalem. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, et ça, je peux vous dire, bon, je sais qu'on a une Américaine dans la salle, mais moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, et vous me démentirez si c'est faux. 2 Américaines, si c'est faux, mais moi, ce que j'ai noté aux États-Unis, c'est que les soutiens à Israël venaient principalement des milieux chrétiens, des milieux chrétiens en général, sans que ce soit des illuminés, parce qu'on nous fait croire que ce sont des illuminés qui veulent la revenue, leur retraite. Non, ce sont des gens normaux, qui ont des valeurs, et qui considèrent que les Juifs ont le droit de vivre là-bas, et qu'en face, il y a des barbares qui veulent tuer tout le monde. Et ça, c'est ce que j'observe. En revanche, moi je peux vous dire que lors d'une de mes dernières conférences à Sarasota, en Floride, j'ai eu à affronter à un moment donné dans une salle un monsieur juif qui m'a dit dans une synagogue, alors qu'on était en train de parler à un moment donné de ce qui s'était passé à Itamar, où une famille de franco-israélo-américains avait été égorgée par 2 terroristes arabes. Il y a un juif dans une synagogue qui me dit « Oui, mais quand même, hein, il n'avait pas à habiter là. » Voilà. J'ai jamais entendu ça chez les chrétiens. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de faire la guerre à Israël par procuration, qui représente un peu ce que je veux dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai, dans ma tête par exemple, on peut parler d'un homme politique français qui est à la retraite, qui s'appelle Jacques Chirac. On nous a toujours dit que ce monsieur était un pro-arabe. Moi je vous dis que ça n'était pas du tout un pro-arabe. Il était pro-dictateur arabe. Il aimait bien les dictateurs arabes, les Assad, les Saddam Hussein, tout ça. Mais il détestait les peuples arabes. Parce que c'est un type qui aime les peuples arabes. Il ne donne pas des armes aux Arabes pour qu'ils aillent se faire écraser par les Israéliens. S'il aime vraiment les Arabes, il leur dit, bon, écoutez, arrêtez de vous battre contre des gens qui vont vous écraser. Sauf que Chirac, il aimait bien les dictateurs arabes, et je pense qu'il n'aimait pas vraiment Israël. Et qui s'est servi beaucoup de la communauté juive et de sa reconnaissance des crimes de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, comme aussi son tampon cachère pour dire, regardez, je ne suis pas antisémite. Donc après, il a pu faire tout ce qu'il a voulu et armer tous les... Il faut se souvenir que c'est lui qui a armé Saddam Hussein, qui a voulu finir une centrale nucléaire. Il faut se souvenir aussi que c'est la France qui a... Quand Israël a bombardé... Quand Israël a bombardé aux Irak, Israël a été condamné à l'ONU avec la France qui a condamné cette... je me souviens encore, quand la France, en 1976, a libéré... quand Israël a libéré l'avion Entebbe, Chirac, à l'époque Premier ministre de la France, de Gerry Khazin, a considéré que c'était une opération de piraterie internationale d'avoir récupéré les... Voilà de quoi on parle, quoi. Donc je veux dire... il y a des gens qui n'ont toujours pas intégré le fait qu'Israël est là pour vivre.